Bonsoir. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance et d'hospitalité, comme il est dit dans les premiers vers de son hymne national. Reconnue pour ses richesses et sa prospérité après les indépendances, l'image de notre pays a été écornée ces dernières années par les crises à répétition. Pour nos concitoyens, à quoi fait référence aujourd'hui le nom de la Côte d'Ivoire? Vous le saurez tout à l'heure dans notre micro-trottoir. Plus de 70% des habitants de notre pays ont entre 0 et 35 ans. Cette jeunesse de notre population est un avantage dont nous devons savoir tirer profit. Comment faire de la jeunesse un pilier de notre développement? Ce sera le sujet de notre petit débat. Et pour parler d'économie et de développement, nous recevrons Éric Kakou, éminent économiste, directeur général et cofondateur du cabinet de conseil panafricain ES Partner. Décryptage, débat et analyse pertinente. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Pour commenter cette actualité, il y a avec moi l'As de Team, ma fière et glorieuse team, plus pimpante que jamais. Nous rejoint Israël Guébo ce soir. Bonsoir Israël. Bonsoir Brice, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Monsieur Serge Kouachi est avec nous. Bonsoir. Rayana Assi, bonsoir. Bonsoir. Edith Bourbleu est en noir. Bonsoir Brice. Je sens un peu d'agressivité dans ce bonsoir. Pas vous? Non? Ça va? Je crois que tout va bien. Légèrement. En tout cas, on est très très heureux d'être en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Et encore une fois, merci pour toutes ces marques d'attention, toute cette marque de fidélité. Ça se ressent parce que vous nous témoignez lorsque vous nous rencontrez dans la ville, parce que vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. En tout cas, on voulait ce soir vous dire merci de tout cœur pour beaucoup, autant d'amour, autant d'attachement à ce rendez-vous-là. Ceci dit, la première escale de notre parcours de ce soir, eh bien, c'est le Live Actu. Concernant le Live Actu, je vais me tourner vers, on va parler, je sais qu'on parle de quoi aujourd'hui? De baccalauréat. D'accord? Ah ouais. Les épreuves du baccalauréat session 2020 ont débuté ce lundi 27 juillet, en tout cas avec un point d'honneur porté sur la sécurisation et la chasse aux fraudeurs. Exactement. Alors ça a débuté hier et c'est plus de 318 995 candidats qui sont en lice, répartis dans 506 centres tout de même. Et on a pu observer que les mesures de barrières ont bien été respectées dans les différents centres d'examen, notamment le port du masque, le respect de la distanciation sociale entre les élèves dans les salles de composition. Mais effectivement, il y a quelque chose qui a retenu notre attention. Ce sont des cas de fraude qui sont considérés comme des cas de tricherie, donc notamment à Abobo, où 4 candidats ont été appréhendés avec des téléphones portables considérés comme des symboles de tricherie. Et c'est à l'aide de détecteurs de métaux qu'on a pu attraper ces téléphones portables qui étaient pour certains cachés dans la chaussure ou pour d'autres cachés dans le sous-vêtement. Quel genre de chaussures pour abriter un téléphone portable? Pour quelle pointure? Alors, à Dalois, des présumés fraudeurs qui étaient au nombre de 5 ont aussi été appréhendés. Et parmi ceux-ci, 4 avaient dans leur téléphone les sujets de l'épreuve de français qui étaient en cours. Ah là, je pose la question. Et comment se fait-il à qui la faute? Comment se fait-il que l'épreuve de français soit Les sujets disponible? corrigés, Les je sujets suppose, corrigés, aussi. oui. C'est ça. En tout cas, je sais par expérience, en tout cas en témoignage, que je passais, je crois, pour mon BEPC. Et quand je suis arrivé à l'épreuve, j'ai vu tout le monde qui tenait un journal, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, il y avait l'épreuve et les corrigés dans le journal. Wow. Ouais, je sais pas, quelqu'un avait dû laisser. Donc c'est pour la première fois que ça Alors arrive. effectivement, les élèves déploient tous les moyens pour s'adonner à la tricherie, malgré tous les efforts qui sont fournis par l'Éducation nationale. Soutenus par qui? Pardon? Ils déploient, vous dites les élèves déploient de grands Tous efforts. les moyens, oui, cachés dans la chaussure et dans les sous-vêtements. Excusez-moi, Brice, il faut vraiment y penser. Hein. Ouais. Et puis donc des sanctions ont été prévues à cet effet, donc l'expulsion du centre de composition pour ceux qui sont considérés comme fraudeurs, le passage devant la Commission nationale de discipline et interdiction de baccalauréat sur une période de 1 à 5 ans. Donc c'est tout de même important pour des gens qui veulent prendre leur avenir en main. C'est pas la peine d'aller tricher si on veut avancer. C'est assez récurrent à chaque examen national. On a toujours des cas de tricherie. Après, il faut pouvoir, comme tu l'as dit, resserrer les taux
pour dissuader, mais on a l'impression que ça ne dissuade pas forcément C'est ça. les jeunes, les Après, étudiants. oui, mais après, il ne faut pas juste montrer les élèves, il faut également indexer les personnes qui, Bah, derrière... c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on parlait de Qui soutiennent fuite, d'où cela. vient la Ouais, fuite, ouais. il faut remonter plus haut. C'est ça. Comment se fait-il que Ouais, les sujets de J'ai l'examen de toujours français dit soient que disponibles? Ce film-là, on devait l'interdire. Les surdoués passent le bac, là. Non, on doit le Ça retirer de donne un mauvais l'avance. exemple. Ouais, franchement, ça donne un mauvais exemple et on a l'impression, quand on est jeune, on a envie de faire comme. Alors on voit bien qu'à chaque fois, le gouvernement déploie des mesures pour contrer cela, mais plus des mesures sont déployées et plus ils arrivent à Il y avait pas contourner WhatsApp à le l'époque, système. Non, mais il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, Il y avait pas de téléphone. mais il n'y avait pas de détecteur de métaux. C'est ça. À l'époque, on était vraiment des surdoués. tu vois. Deux détecteurs. Quand vous partez passer le bac, vous avez deux détecteurs. Un premier détecteur, c'est pour la température, pour savoir si ça va bien. Et le détecteur, allez, les métaux. C'est jamais on peut trouver un téléphone portable dans une chaussure. Il faut quand même vraiment y penser. Non, mais c'est pas bien de tricher, les gens. Non, c'est très, Ouais. ouais, franchement, c'est pas bien, s'il vous plaît. Bon, on va passer à une plutôt bonne nouvelle. C'est Israël Guébo qui nous en parle. Non, c'est qui me parle de la bonne nouvelle en provenance de la CIE? Ben c'est moi. La c'est moi. CIE, c'est Edith Broubleu. Oui, dans le courant de nos vies, en effet, le lundi. Non, quand même, il y a un jeu de mots là. Merci Bravo, de me bravo, il y a un jeu de remercier. mots. Ça vole haut cette fois. hein. Le slogan de... Le lundi 27 juillet 2020, en effet, la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a pris de nouvelles mesures afin de faciliter le paiement des factures aux populations très affectées par la crise sanitaire liée au à la Covid-19. Ces mesures se résument comme suit. Le délai de rigueur des paiements des factures des mois de mars et mai est repoussé au 10 août avec suspension des pénalités. En français facile, ça veut dire que si sur votre facture, la date limite de paiement était en juillet, vous avez jusqu'au 10 septembre pour payer sans frais de pénalité. Ensuite, si vous aviez par exemple jusqu'au mois d'août pour régler votre facture, la CIE vous donne jusqu'au 10 octobre pour payer. Attention tout de même au revers de cette mesure, parce que vous pouvez vous retrouver au mois de septembre ou d'octobre avec 2, voire 3 factures impayées. Cette mesure vous donne un délai pour souffler, ça c'est clair. Mais attention, vous pourriez quand même vous étouffer financièrement le moment venu. Donc prenez le maximum de dispositions pour ne pas vous retrouver le dos au mur. Il n'y en a pas 36. Hein. Bien sûr. C'est commencer à payer maintenant. hein. Exactement. Non, c'est clair. Quand tu dis le Comme maximum. on le dit en Côte d'Ivoire, il faut gagner en temps. Voilà. En tout cas, un petit conseil personnel, tant qu'on peut, mieux vaut le faire, comme on dit. Parce que, mais c'est vrai, quand on peut, parce qu'à un moment donné, il faut... Parce qu'on a l'impression que c'est une mesure, en tout cas salvatrice, qui permet de souffler, de gagner un peu plus de temps. Mais au final, à vouloir gagner du temps, on Est-ce que peut c'est se pas une fuite retrouver... en avant Quand on Depuis. est- Bah, parce que si on veut rentrer dans cette considération et se dire que j'ai du temps, Ça finit par te rattraper. ça finit par te Ouais, rattraper. on Et quand risque ça de te rentrer rattrape, dans un effet boule de neige. Mais les gens disent, c'est bon, on pousse, on repousse, on allège, on suspend, diminuer... non, mais annuler. Dans certains pays, Annuler. l'État Oui. a pris Subventionner. entièrement en charge toutes les factures d'électricité et Ne d'eau. serait-ce qu'un mois. Bah oui. Ne serait-ce qu'un mois, ne serait-ce que pour nous, comme on dit chez nous, blaguer les gens. Ne serait-ce que ça. Ça sent Ne le serait-ce vécu. que ça. Non, mais d'autant plus qu'en plus, on va nous appeler à aller aux urnes. Il faut commencer à être un peu gentil avec nous aussi. À un moment. Non, mais oui, c'est clair. Bon, Ne riez pas, c'est sérieux. non, j'avais juste un petit proverbe. Qui remet à demain? Ah non, vous la Trouvera malheur en chemin. Mais voilà quand même, monsieur Guébou. Alors j'en ai une autre. À bon chat, Non, absolument pas là. Bon, alors moi, je suis sûr que c'est une cause que je vais te donner là. Il ne faut jamais s'arrêter sur le selfie de la chenille. Ok. à bon chat, ça finit par bon rat. Bon, ça n'avait absolument rien à voir, mais on cherchait à avoir une transition pour qu'on parle d'une autre information. À partir du 31 janvier 2020, à minuit, on bascule. 2021. 2021. 31 janvier 2021, tous les numéros de téléphone qui sont à 8 chiffres passent à 10 chiffres. Alors l'histoire commence en janvier 2000. On passe de 6 chiffres à 8 chiffres avec une capacité de 49 millions de numéros de téléphone. Et là, on arrive un peu à saturation. Donc depuis le mois de février 2020, il y a eu une décision du Conseil de ministres pour annoncer donc, le basculement de 8 à 10 chiffres. Alors, sans coût supplémentaire. Ce qui va se faire, c'est que pour tous les abonnés, par exemple Orange, il va falloir mettre devant votre numéro 07 si vous êtes sur le mobile et pour le fixe 27. Pour les abonnés MTN, il va falloir mettre 05 devant votre numéro pour le mobile et 25 pour le fixe. Et puis pour les abonnés Move, 01 pour le mobile et 21 pour le fixe. Alors,
ce basculement-là va offrir la possibilité d'avoir 10 milliards de numéros et on part jusqu'à 50 ans. Donc rendez-vous en 2070, quoi. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les... Alors, premier impact, c'est vraiment... Déjà qu'on n'arrive pas à mémoriser son propre numéro. Bon, voilà. C'est le Il va 27, 32, 42, 48, 22, 12. Oh. De 6 à 8, moi je me rappelle à l'époque, je pensais que j'allais avoir des problèmes. Bon, on Après, je me suis s'habituera. fait. On s'habituera. On a encore 6 mois devant nous. Alors, le premier impact, c'est justement ça, de mettre à jour notre base de données, notre répertoire. J'ai contacté l'RTCI aujourd'hui qui nous a rassuré qu'il allait avoir une application pour mettre automatiquement les numéros à jour. Okay. Deuxième impact, c'est que si vous avez souscrit à des services sur les réseaux sociaux, tout ça, il va falloir les mettre à jour. Et puis, moi, je pense aussi à tous ces développeurs, toutes ces chefs d'entreprise qui utilisent des API de ces opérateurs-là pour intégrer dans un service, dans un produit. Il va falloir certainement les mettre à jour. Et puis enfin, c'est mettre à jour tous les supports de communication et d'information qui existent déjà. Il va falloir les mettre à jour. D'ailleurs, les éditeurs de l'annuaire ont été prévenus depuis le mois de février du basculement. Donc je pense qu'ils ont déjà commencé à intégrer ces nouveaux numéros-là dans ce qui va sortir en 2021. Donc j'ai envie de dire, rendez-vous en 2070 si Dieu nous donne la vie, quoi. Mais après, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est juste le 07, le 05, le 01. Et là, aujourd'hui, maintenant, on a un numéro qui correspond à un opérateur. Donc 07, c'est pour 05 ou 01. On va devoir s'habituer. Oui, on n'a pas le choix. Je crois qu'un autre pays aux États-Unis, c'est plus... C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Oui. Ah, j'ai pas Sophie sur le plateau. Elle m'aurait dit ça, mais bon, Sophie nous rejoint avant la fin de cette émission pour notre petit débat. En tout cas, c'est tout pour notre tour de l'actualité du jour. On poursuit avec notre micro-trottoir. Nous avons fait un tour dehors pour essayer de savoir l'image que les Ivoiriens ont de leur pays. À quoi pensez-vous quand on dit Côte d'Ivoire? C'est la question de notre micro-trottoir. Quand on dit Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le cacao. Parce que nous sommes le premier producteur. Nous sommes un pays d'agriculture. Donc, la Côte d'Ivoire me fait penser au cacao. Quand on dit Côte d'Ivoire, je pense à un pays de rêve, un pays où il fait bon vivre, où tout le monde peut venir et travailler. Nous sommes, la Côte d'Ivoire fait partie des pays, les meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand on dit Côte d'Ivoire, je pense à la galère, la misère. Rien ne marche, nous les coiffeurs, on ne s'en sort pas. C'est plus comme avant de fouet, j'avais tout quoi. On s'en sortait, quand on demande quelque chose à l'État, on nous donne, mais maintenant là, quand on dit Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est pas ça. Automatiquement, quand on dit Côte d'Ivoire, je pense au pays de tout le monde. On peut tout faire en Côte d'Ivoire, on peut tout réaliser en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. On rentre et on sort sans qu'on vous demande quelque chose. Quand on dit Côte d'Ivoire, je pense directement à la nourriture, au kiffement, au buzz. Sur les réseaux sociaux, on voit les Ivoiriens comme des personnes qui parlent un peu mal, qui savent s'amuser. Bon, des comédiens de griffe, ouais. Des grands comédiens en tout cas. Côte d'Ivoire, je pense à Didier Drogba, au pays de Fort-Boigny. Parce que Fouet, c'est le premier fondateur du pays. Pendant plus de 3 décennies, il a été président de la République. Le pays était en paix. Bon, voilà. Et puis Didier Drogba, parce que c'est une icône du football ivoirien. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire a pu accéder au mondial. Quand on dit Côte d'Ivoire, bon, tu penses à la bière, le show. Parce que les Ivoiriens aiment beaucoup le show. Ils aiment beaucoup lifer, comme on le dit. Ils aiment beaucoup vivre. Même à l'étranger, il y a certains, quand ils disent Côte d'Ivoire net là. Bon, parce que tout le monde dit les Ivoiriens aiment s'amuser. Souvent même, il y a des trucs qui sont sérieux ou bien. Bon, actuellement, on parle du corona comme ça là. C'est pas tous les Ivoiriens qui prennent ça au sérieux. Il y a d'autres même qui prennent pour s'amuser. Il y a des chansons qui sortent. Bon, c'est pour s'amuser quoi. Et puis, c'est parti. Quand on dit Côte d'Ivoire, moi je pense à l'hospitalité. Grand pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire accueille tout le monde. C'est ça la particularité de la Côte d'Ivoire. Fait pas de différence. Si pour certains pays, quand on évoque leur nom, on pense à cigare pour Cuba, on pense à la baguette pour la France. Pour la France. Quand on parle de Côte d'Ivoire, à quoi est-ce qu'on pense? Petit tour sur le plateau. Côte d'Ivoire, vous pensez à quoi, Israël? Moi, si je veux rester collé à l'actualité d'aujourd'hui, quand j'entends Côte d'Ivoire, j'entends l'actualité qui est comment dire ça, en poupe en ce moment. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu le communiqué de l'avocat de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui, je crois que ça va être le buzz de demain, qui se rend lui-même à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour réclamer un passeport ordinaire et un laissez-passer pour revenir en Côte d'Ivoire. Bon. Donc Laurent Gbagbo. D'accord. Moi, ça se résume en
En deux grands points, on va dire musique et politique. Le premier, c'est Arafat, Daeshikan. Parce que tout le monde est chinois, on s'en est bien rendu compte. Est-ce qu'à l'extérieur, là, se regarde la question m'est posée. Qu'est-ce Oui, que je pense en Côte d'Ivoire, c'est Arafat. Deuxième point, pour rester collé à l'actualité musicale aussi, c'est Suspect 95, même si je ne dirais pas le titre. Et troisième point, pour la politique, je dirais Remake de 2010. Et je dirais effectivement cette news-là, le président Laurent Gbagbo qui va réclamer son passeport ordinaire, parce que justement, selon le communiqué de Habiba Touré, son avocat, donc maître Habiba Touré, il aurait demandé plusieurs fois le passeport diplomatique, mais on lui aurait refusé. Donc du coup, il a demandé le passeport normal, et ça, je pense qu'on ne peut le refuser à tout Ivoirien. Donc. Bon, je ne sais pas si la question était très précise, mais parce que je ne sais pas dans quoi vous partez. Quand on dit Côte d'Ivoire, J'ai dit Arafat, Suspect 95, Laurent Gbagbo. Donc si vous voyez des gens à l'extérieur, aujourd'hui quand vous les dites Côte d'Ivoire, ils vous disent Arafat, Suspect 95, Arafat, Suspect 95, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. D'accord, donc Côte d'Ivoire politique, globalement. Et musique. Coupé, décalé. Ça c'est pour moi. Rayana. Moi, je laisse tomber tous ces trucs trop formels et je pense à la chaleur du peuple ivoirien, au mix de culture qu'on a ici et à la diversité. Bon, je vais répondre à la question. En une phrase. La chaleur du peuple ivoirien. D'accord. Adjeke Poisson, Aloko, Garba, Drogba, le show, la terre des buzz, et puis la politique aussi. En un mot, pour te faire plaisir, la paix. La paix. Je sais que tu l'as cherché longtemps, John. Non, mais posez-moi la question. Moi, j'aurais dit Côte d'Ivoire, c'est café, cacao. En un mot. Un mot, café, cacao. Non, il y a tiré, ouais. D'accord. Café, cacao. Voilà. Ok. Mais sinon également, alors peut-être que vous ne le savez pas, quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle aussi des icônes, des personnes qui portent le pays, qui portent haut le drapeau. Mais je ne pensais pas à Didier Drogba, je pensais à Edith Brou, qui fait partie des 100 Africains les plus influents en Afrique. Waouh! C'est tombé aujourd'hui. Quelle surprise! Voilà, donc on a des icônes. Je rougis. Edith Brou. Je bleuis. En général, quand on ramène le nom du pays, en général, ça a des valeurs à ce qu'on cultive en Côte d'Ivoire. On a parlé de joie, on a parlé de bien vivre ensemble, on a parlé aussi d'hospitalité, parce que même quand vous venez de l'extérieur, une fois que vous arrivez à l'aéroport, même ceux qui vous reçoivent, les douaniers, même déjà vous accueillent avec l'ambiance à l'ivoirienne. Dès que vous sortez de l'aéroport, on a les badauds, les taximens et tout ça. Il y a cette joie de vivre en fait qui est caractéristique. Merci. Merci Rayana. Il y avait aussi le tourisme en Côte d'Ivoire, le tourisme vrai à l'époque. Je sais qu'à l'aéroport, il y avait des dames qui tenaient des... C'est ça, on est resté très collé à l'actualité pour répondre à ta question. Donc sinon, effectivement, si on remonte très loin dans le passé, la Côte d'Ivoire, c'est le miracle économique, c'est la belle époque, c'est la belle musique. La Côte d'Ivoire aussi, c'est vrai que c'est finalement aussi un désavantage, mais la Côte d'Ivoire est beaucoup liée aussi à Abidjan. Au final, dans tout ce qu'on entend des médias à l'international aussi, même en termes de développement, on a l'impression que tout est centralisé aussi à Abidjan. C'est vrai que pour rejoindre mes camarades et faire vraiment très sérieux, pour justement parler de la Côte d'Ivoire, moi je reviendrai pour dire Arafat. Avant d'entrer de plein pied dans le débat, je vous pose la question que j'avais posée à mes amis. Quand on dit Côte d'Ivoire, ça vous ramène à quoi? Talent. Talent. La Côte d'Ivoire, on dit talent. Ah oui, beaucoup de talent. Ouais. Vous n'y avez pas pensé, hein? Si, Arafat, c'est du talent. C'est l'incarnation du talent. D'accord. La jeunesse de notre population est l'une des grandes forces de notre pays. Il faut que la Côte d'Ivoire sache en tirer profit. En tout cas, tirer profit de ce capital important humain. Comment faire de cette jeunesse-là un pilier de notre développement? On en discute maintenant dans notre petit débat. Monsieur Kakou, j'ai, pour commencer, une première petite question. On parle du rôle de cette jeunesse-là dans le processus de développement. Pensez-vous que le jeune ivoirien est suffisamment informé, suffisamment concerné, suffisamment impliqué dans ce processus de développement-là? Écoute, je pense qu'on pourrait faire mieux. Donc on pourrait faire mieux. À mon avis, en fait, le jeune ivoirien ne sait pas forcément, n'appréhende pas réellement le monde dans lequel il vit. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les 20 à 30 prochaines années, il y a un certain nombre de professions qui vont disparaître. Donc, toutes les professions qui peuvent être automatisées vont quasiment en fait disparaître. Et on va aussi vivre vraiment dans un monde en fait où les économies vont être encore plus intégrées, malgré l'impact de la Covid.
Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, nous soyons, en tant que jeunes Ivoiriens, forcément prêts à répondre à ces défis-là. Donc, à mon avis, ce qui est vraiment essentiel, c'est de nous assurer qu'en termes de mentalité, en termes de compétences et en termes d'attitude, nous soyons vraiment prêts à pouvoir gérer ces changements-là et à pouvoir en tirer profit. Et pour moi, justement, le mot talent, je pense que le potentiel des Ivoiriens n'est plus à démontrer. Partout où je suis allé, j'ai vu des jeunes Ivoiriens talentueux en Côte d'Ivoire, au dehors, etc. Mais je pense que ce qui manque un peu, c'est une sorte de transformateur qui permette que ce talent-là, qui est de la richesse en fait en potentiel, devienne vraiment réalité. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit en fait. La passerelle est toute construite. Hein. Ça doit transiter par l'éducation en un mot, si on veut résumer ce que vous êtes en train de dire. Absolument, mais et Serge m'enlève les mots de la bouche. Je pense que si on veut que notre jeunesse puisse contribuer sur un pilier de développement, il faut qu'une jeunesse bien formée. Quand je parle de formation, je commence par l'éducation de base. C'est-à-dire qu'il faut avoir des élèves du primaire, du collège, du lycée qui sont très bien formés. Quand on regarde ce à quoi on assiste aujourd'hui, où on permet à des élèves qui ont 8 de moyenne de passer en classe supérieure, qui ont 9 de moyenne de passer en classe supérieure, nos grands frères se rappellent très bien qu'avant, avoir 12 de moyenne, c'était juste la moyenne. On faisait tout pour avoir des mentions. Aujourd'hui, avec 8, on passe. Donc, quelle est cette génération qu'on fabrique, qui on prépare pour demain et quel est le pays, à quel pays on aura affaire? Ça, c'est au niveau de l'éducation des bases. Au niveau même de la formation, M. Kako en parlait, il y a cette inadéquation entre ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est enseigné aujourd'hui et les besoins du marché. Aujourd'hui, moi, je vois passer parfois des offres d'emploi qui poursuivent des gens. Il n'y a personne pour répondre à ces offres d'emploi. Donc, il faut vraiment arriver, pour faire de cette jeunesse un pilier de développement, il faut arriver à faire cette adéquation entre la formation et puis l'offre. Et puis, il faut vraiment former des gens. Monsieur Kako, vous pensez que la formation est mise en cause là? Bon, je pense que quand on parle de formation, je pense qu'en fait, Ismaël est allé très très loin. Il a commencé à parler d'école et tout ça. Oui. Je pense qu'il faut commencer vraiment par les valeurs. Des valeurs vraiment simples. La ponctualité, la capacité à être discipliné, l'honnêteté, la volonté vraiment à faire plus que ce pour quoi on est payé, la capacité à être indépendant. Je pense que quand ces éléments-là sont en place, vraiment, ça rend même le travail de l'enseignant facile. À une époque, il y avait l'éducation civique et morale à l'école. Il y avait l'éducation routière. Mais je pense quand même que les familles ont un rôle à jouer. Bien entendu. Nous tous, en fait, on a un rôle à jouer dans ce processus-là de pouvoir vraiment former. Parce que j'aime bien le mot formation. Je préfère formation à éducation. Parce qu'à mon avis, éducation ramène à un système éducatif, tandis que formation, c'est quand même quelque chose qui peut durer toute une vie, en fait. On a peut-être dit que éducation, ça ramène aussi à parents. Oui, aussi. Absolument. Aussi. Oui, on entend dans les dires de M. Kako qu'il est très pragmatique, de préférer formation à éducation, mais justement pour rester sur ce système scolaire-là, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une réforme de ce système, justement pour amener le professionnel dès le bas âge, plutôt que d'aller dans le général au niveau de l'éducation? Écoutez, je pense que mon père est en fait enseignant. Donc quand je suis né, quand j'allais à l'école et tout, vraiment être enseignant, c'était quelque chose de respecté. Aujourd'hui, est-ce que les enseignants sont respectés, valorisés? Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont encadrés? Je pense que réellement, si on veut changer le système éducatif, à moins qu'on ne confie l'éducation et la formation de nos enfants complètement à des machines, ce qui, à mon avis, n'est pas la solution, parce qu'une bonne partie de ce qu'on doit transmettre, le côté humain, est vraiment un côté qui est personnel. Je pense qu'il faut aussi investir dans les enseignants eux-mêmes. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose là qu'on peut louper. Et à mon avis, c'est vraiment l'un des éléments sur lesquels il faudrait mettre l'accent. On va rester sur le domaine de la formation, parce qu'à un moment donné en Côte d'Ivoire, je crois que ce sur quoi on insistait chez les jeunes, c'était cette formation qualifiante, diplômante, pardon. On disait aux gens, il faut avoir des diplômes, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas être médecin, tu peux pas. Et après, je crois qu'on a commencé à basculer sur la formation qualifiante. Il faut apprendre à faire quelque chose. Et bien vite, on a fait le tour parce qu'il n'y avait plus de débouchés. Vous partagez ce point de vue-là? Écoutez, je pense quand même que l'un des sujets qu'on a, c'est vraiment la question de la capacité des jeunes Ivoiriens aujourd'hui à être productifs. Quand on parle d'être productif, ça peut être qu'on a trouvé un emploi, ça peut être qu'on est entrepreneur, ça peut être qu'on a un talent particulier qu'on arrive en fait à transformer en produit ou en fait en service. Pour moi, réellement, ça va au-delà du diplôme. Je pense que le diplôme, c'est comme si on vous disait le diplôme vous permet de jouer sur le terrain de foot. C'est une présomption de compétence. C'est une présomption de compétence. Maintenant, quand vous êtes sur le terrain, là, il faut pouvoir marquer. Pour pouvoir marquer, il
faut être productif. Et en comparaison au système francophone, on parlait du système anglophone qui était beaucoup plus percutant parce qu'il était beaucoup plus pratique. Il était peut-être moins diplômant, peut-être on dirait. Oui, c'est ça. Justement, parce que vous parlez de productivité, mais vous êtes quand même diplômé, vous, de plusieurs grandes écoles, des Ivy Leagues, qui vous ont permis aujourd'hui d'accéder à donc, toutes les plateformes auxquelles vous avez accédé et de travailler avec les personnes avec qui vous avez travaillé. Est-ce que vous pensez que c'est absolument nécessaire justement d'avoir un diplôme pour pouvoir exceller ou pouvoir être productif aujourd'hui dans la société africaine? Écoutez, bon, disons que je pense que, à mon avis, personnellement, de plus en plus, à mon avis, la question du diplôme qu'on a va être de moins en moins en fait pertinente. Moi, je crois que aujourd'hui, il ne faut pas faire la fixation vraiment sur... je pense que ce qui est important, c'est la capacité à pouvoir apprendre. En tant qu'entrepreneur, tous les jours que Dieu fait, je fais face à des situations que je n'ai pas vues ni à Harvard, ni à Wharton, ni à Oxford, ni à nulle part. Et qu'il faut gérer de façon concrète. Et ça demande vraiment d'avoir l'humilité de poser la question à son épouse, de poser la question à ses amis, de voilà, comment je fais, de pouvoir appeler quelqu'un et puis dire, bon, ça, je suis coincé, d'aller sur Internet pour se renseigner, d'avoir des mentors, etc. Donc, je pense qu'il faut penser la problématique d'acquisition de connaissances différemment. Il faut vraiment que la personne puisse réellement se donner. Et je pense que ce qui fait défaut très souvent, c'est qu'on attend d'être diplômé. Et puis quand on est diplômé, bon, ben, c'est fini, on est prêt. Et puis tout le monde doit venir vers nous, etc. C'est pas ça. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça, en fait. Israël Libo. Oui, alors, non, c'est surtout un autre avis. J'ai entendu deux fois de la bouche de M. Kakou parler d'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat peut permettre également à cette jeunesse-là d'être un pilier de développement en Côte d'Ivoire. La fonction publique, elle est saturée. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que chaque jeune, bien sûr, je ne suis pas contre le fait que certains veulent rentrer à la fonction publique, mais il faut aussi, à côté de ça, leur donner une alternative pour que ceux qui ont envie de se lancer dans quelque chose. Et quand je parle d'entrepreneur, je ne pense pas forcément à celui qui a une grosse start-up, je pense à celui qui fait son garba, à la femme qui fait son aloco, à celui qui vend son arachide. Il faut encourager ceux qui sont encore dans l'informel aujourd'hui. Et c'est tous ceux-là qui vont faire monter, pardon l'expression, de la sauce économique et puis apporter leur pierre à l'édifice du développement Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire de façon pragmatique et pratique, Monsieur Kakou, on sait que dans les débuts des années 2000-2002, vous avez aidé à remettre sur pied l'économie du Rwanda après cette grande crise et je sais que vous vous êtes attaqué surtout au secteur du tourisme, tourisme et loisirs. Et ça a beaucoup aidé justement à l'expansion. Entre autres. C'était quand même un peu Entre autres, bien sûr. Ouais. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, si on vous demandait tout de suite de mettre vos compétences à profit, je ne dirais pas pour relancer l'économie, puisqu'aujourd'hui on nous parle de croissance à 2 chiffres, mais qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Écoutez, disons que déjà, ça fait bientôt, je dirais, presque une dizaine d'années en fait, que nous sommes basés en fait, ici en Côte d'Ivoire. Donc, dès la création de ESP, juste après, on a ouvert un bureau en fait, à Abidjan. C'est vrai qu'on n'est pas très bon en communication, mais chaque année, on accompagne aujourd'hui plus ou moins une centaine de jeunes entrepreneurs. Je parle des personnes qui ont juste une petite idée, jusqu'à des gens qui ont des grosses PME, des entreprises avec des chiffres d'affaires qui sont plus importants que 500 millions de francs CFA par année. Donc aujourd'hui, quand même, on a quand même ce parterre-là de services qu'on fait pour accompagner ces entrepreneurs-là. Je pense que c'est un élément qui est important. On a eu le privilège aussi d'être impliqués dans un certain nombre de stratégies, de projets nationaux, comme la stratégie champion de la CGECI. On a réussi, par exemple, avec la CGECI, toujours à mettre en place la Finance S'engage, qui est un forum aujourd'hui qui rassemble, disons, voilà, je dirais quoi, une quarantaine de banques et de microfinances, en fait, à travers le pays. On a réussi aussi à travailler avec on a mis en place en fait avec la CGECI la BPC, Business Plan en fait Competition. On a travaillé avec la BAD sur la stratégie de développement du secteur privé. Donc on a fait quand même pas mal de choses en Côte d'Ivoire. Donc pour moi déjà, ce que je voudrais voir, c'est enfin qu'on puisse avoir réellement des champions nationaux, des entreprises en fait, voilà, ivoiriennes portées par des entreprises qui soient vraiment accompagnées. Par exemple, ça me fait plaisir d'être ici parce que Live TV, c'est l'idée d'un entrepreneur ivoirien, Fabrice, qui a aujourd'hui un groupe qui, je pense, emploie 600 personnes. Oui. Voilà, si on a une centaine de champions nationaux, là, ça fait une différence. D'accord, M. Kakou, il n'y a pas de problème. On a compris que l'ambition, c'est d'avoir des champions nationaux, mais vous avez tout de suite parlé de grandes entreprises, parce qu'au-delà de 500 millions, mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour les TPE, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour les PE, les petites entreprises, les si vous le voulez bien, M. Kakou et Serge Kouachi, si vous le voulez bien, on va revenir un tout petit peu au débat, parce que je sais que
sais, je l'ai très pressé de parler d'économie avec vous. On aura le temps de le faire, monsieur Kouachi, je sais. Mais enfin, on va revenir au débat, si vous voulez bien, qui parle de la jeunesse, de la place de cette jeunesse-là dans le développement. On s'était pas vraiment écarté. Non, parce que là, on parlait dans les entreprises, dans les grosses entreprises, les chiffres allaient sortir. Là, on était dans le secteur tertiaire. Oui. Véritablement, moi, c'est à ça que je voulais arriver. Donc, justement, qu'est-ce qui est fait pour le développement, pour encourager les jeunes à entreprendre dans les toutes petites entreprises et des petites entreprises? Bon, alors, moi, je pense, d'abord, je vais parler de ce que je vois et de ce qui est nécessaire. Okay? Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. On a eu la chance d'être parmi les premiers à faire ça un peu dans tout ce qui est business plan, competition, incubation, etc. Il y a beaucoup de centres qui existent. D'ailleurs, là, on travaille avec la GIZ sur un projet dont l'objectif, c'est de faire en fait un recensement de tous ces centres-là. Bon. Je pense que ça, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En réalité, l'équivalent de l'engrais, quand on a une plante qu'on veut qu'elle grandisse, on met de l'engrais dessus. Pour un entrepreneur, c'est quoi? Donnez-lui un marché. Okay? Donnez-lui un marché. Quand il a fini de travailler, là, payez-le à temps. Okay? Maintenant, si vous lui avez donné un marché qui dépasse ses compétences, essayez de l'accompagner pour qu'il comprenne comment faire. Peut-être que vous êtes MTN, vous êtes Sifka, vous êtes Cipra, vous êtes une grosse entreprise avec des standards. Il n'est pas encore arrivé là. Vous êtes Live TV. Vous avez un jeune qui veut faire des vidéos, ces vidéos sont un peu penchées. Ce n'est pas grave, essayez de l'accompagner pour lui donner la compétence. Si vous pouvez lui donner ces trois choses-là, vous avez changé sa vie. Parce que moi personnellement, je regarde mon entreprise, j'ai commencé avec un marché. Tous les entrepreneurs que vous allez rencontrer peuvent vous parler du premier marché qu'ils ont eu là. La personne qui les a regardés et qui s'est dit, bon, peut-être que cette jeune fille-là, elle peut. Peut-être que ce jeune-là, il peut. Maintenant, pour nous autres, c'était la chance. Notre rôle en tant qu'entrepreneur plus âgé, c'est de nous assurer que pour les jeunes qui viennent maintenant, ce ne soit pas la chance qu'ils soient encadrés. C'est pour ça que moi, j'ai créé ESP, par exemple. Sophie. Monsieur Kakou, vous avez travaillé au Rwanda et c'est un pays qui a décidé de fuir ce que vous appelez le survival trap. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que le rôle, en Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement a un rôle justement juste à ce niveau-là, au niveau du survival trap, pour pouvoir attirer cette jeunesse et leur donner envie d'entreprendre? C'est quoi le survival trap? Petite traduction. Voilà, le survival trap, on veut bien, le survival trap. Concept que j'ai développé dans mon premier ouvrage qui parle un peu de cycle de survie. C'est fondamentalement un cercle vicieux où on a tellement de problèmes qu'on se transforme en fait en pompier et puis on développe une mentalité de pompier. Donc on n'est plus vraiment dans une optique long terme où on peut planifier quelque chose. On essaie de gérer là, chap. Le quotidien. Le quotidien, quoi, voilà. Bon. Et en réalité, on ne peut pas bâtir quelque chose si on ne fait que gérer le quotidien. Donc pour moi, la clé vraiment du développement, la clé du succès entrepreneurial, c'est la capacité à se projeter. C'est avoir un projet qu'on veut mettre en place dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on commence à imaginer maintenant, sur lequel on travaille étape par étape. Bon. Alors, quel est le rôle du leadership dedans? À mon avis, c'est 2-3 choses. Déjà, c'est vraiment de pouvoir promouvoir des exemples. Donc, que le leadership lui-même se positionne en fait en exemple, mais qu'au-delà de ça, il identifie des jeunes filles, des jeunes hommes, des gens qui peuvent servir d'exemple. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a de l'excellence. Par exemple, le prix d'excellence qui est fait chaque année en Côte d'Ivoire, pour moi, ça va dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que ça permet de dire aux gens, ah, vraiment, il y a des gens qui font des choses bien, qui sont reconnus pour ça. Okay? Cette capacité-là, ce pouvoir de démonstration, il est important. Ça, pour moi, c'est le début de la chose. Bon. Maintenant, au-delà de ça, il y a évidemment des contraintes qui sont des contraintes réelles. Quand on parle, par exemple, de l'environnement des affaires, quand on parle des procédures en fait, administratives qui sont trop lourdes, quand on parle des inspections. Par exemple, on a fait une étude avec la SFI qui a montré, par exemple, que la majorité des inspections avaient lieu en fin de semaine, c'est-à-dire style jeudi, vendredi, là. Et puis ça durait 15 minutes. C'est quel genre d'inspection on vient faire réellement en 15 minutes? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas dit quelque chose ici, mais au moins, on se comprend. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que ce cadre-là soit là. Et je pense que sur ça, quand même, la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes. Bon, maintenant, au-delà de tout ça, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est de dire, bon, est-ce que ces jeunes-là auront des marchés pour lesquels ils vont être payés à temps? Est-ce qu'ils vont être financés? Est-ce qu'ils vont être accompagnés? Si la réponse est oui, les entreprises vont grandir. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, mais de façon concrète, aujourd'hui, le jeune qui nous regarde, qui contribue donc au PIB de ce pays-là et qui veut faire évoluer les choses, qui est à la tête de sa petite entreprise, je dirais peut-être même qu'un maquis ou un bar, ou je ne sais pas, en tout cas, il emploie quelques personnes, 5-6 personnes, qui nous regardent, qu'est-ce qu'on va lui dire aujourd'hui
pour faire avancer le schmilblick. Ça va être même le premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est le jeune cireur, le jeune chauffeur de Baka, le jeune animateur télé. Aujourd'hui, il vous voit à la télé, il vous voit parler d'économie, il vous voit parler de jeunes, son apport au développement de son pays. S'il doit vous rencontrer demain, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il évolue et puisse participer, contribuer justement à cette évolution? Disons que dans la philosophie de ce qu'on fait en général, on croit beaucoup en la méritocratie. Donc la majorité des programmes qu'on va mettre en œuvre au niveau de ESP sont des programmes pour lesquels il y aura des appels à candidature, les gens seront sélectionnés, et puis ceux qui sont sélectionnés, qui sont méritants, vont être accompagnés. Quand je parle d'accompagnement, il y aura différents éléments de formation. Aujourd'hui, grâce à des partenaires de développement, on a pu aussi lever des ressources financières qui nous permettent en fait de financer l'amorçage, par exemple. Par exemple, là, on vient de finir la deuxième cohorte d'un programme avec la coopération de Hollande, qui s'appelle en fait Orange Corner, où fondamentalement, on aura 25 jeunes qui vont être accompagnés sur 6 mois. Et à la fin de ça, là, les meilleurs seront financés jusqu'à 20 millions par jeune. Bon, on a des programmes comme ça qui existent. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, et vous n'allez pas le croire, mais très souvent, pour nous, on a vraiment du mal à attirer les entrepreneurs à participer à ce genre d'initiative. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit que c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de partager leurs idées parce qu'elles vont être volées. C'est le système pompier. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans une optique où même quand vous voulez leur tendre la main, la personne se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière? Parce qu'ils ont déjà été piégés en fait. Bon, écoutez, non, ça c'est vraiment... Moi-même j'ai été piégé, donc je ne peux pas... mais le truc c'est que si on continue à vraiment être enfermé dans un système où on ne prend pas de risques, où on ne veut pas s'ouvrir, c'est difficile de pouvoir avancer. On parle de l'implication de ces jeunes-là dans tout le processus de développement. Est-ce que souvent, ils ne sont pas un tout petit peu déçus en imaginant qu'entre les grands propos, les grandes théories, les grandes philosophies et ce qu'ils vivent, il y a une forme de fossé? Oui, écoutez, je pense que honnêtement, ce n'est pas facile pour eux. Donc, je ne suis pas en train de dire, vous n'allez jamais me voir dire que c'est facile pour eux. Je pense que c'est rare de vraiment voir quelqu'un qui a réussi, qui dit qu'il a eu une vie facile. Je pense qu'en général, ce n'est pas facile. Bon, maintenant, est-ce que malgré le fait que c'est difficile, il y a dans quelques-uns qui s'en sortent? Oui. Maintenant, ceux qui s'en sortent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient. C'est quelqu'un qui prie, bon Dieu, je veux gagner la loterie, je veux gagner la loterie. Un jour, Dieu se fatigue. Les nuages se poussent, achète un ticket. Si tu n'as pas acheté des tickets, c'est pas... Voilà. Donc, je pense quand même que c'est important que les jeunes aussi prennent de l'initiative. Et moi, honnêtement, on essaie vraiment dans ce qu'on fait de les accompagner, de leur parler, etc. On a différents mécanismes qui nous permettent aujourd'hui d'en accompagner au moins une centaine en fait, chaque année. Le taux de croissance du PIB de la Côte d'Ivoire est estimé aujourd'hui à 7,5% en fin 2019. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en français facile, je veux dire, et je reviens toujours à ce jeune Ivoirien qui nous écoute aujourd'hui, qui a envie de faire avancer le schmilblick. Ça veut dire quoi exactement? Être dans un pays qui a un PIB, un produit intérieur brut, à 7,5%. Bon, alors, il peut penser au pays comme étant un arbre qui va produire des fruits. Si l'an dernier, il y avait 100 mangues, cette année, il y en a 107. Donc, il y a eu 7 de plus. L'an prochain, il y en aura peut-être, disons, 120. Donc, chaque année, le nombre de mangues, en fait, augmente. Bon. Déjà, c'est important, parce que si vous êtes sur un arbre où le nombre de mangues diminue, la probabilité que vous mangez est un peu plus compliquée. Bon. N'empêche que même si le nombre de mangues augmente, la question maintenant devient qui mange les mangues? C'est ça qui est le sujet toujours. On parle de la distribution de la croissance, n'est-ce pas? Le partage. Je pense qu'il y a des statistiques datant de 2014 qui disent qu'en Côte d'Ivoire, grosso modo, le top 10% de la population ou le top 15% contrôle 30% de la richesse. Donc ça montre déjà que ce n'est pas vraiment réparti d'une façon en fait équitable. Et je pense que c'est ça vraiment qui est peut-être un des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille pour que ce qui est créé dans le nombre de mangues là touche vraiment un peu tout le monde. C'est ça qui est important. En tout cas, on parlera de chiffres, on parlera de développement, on parlera de PIB, si vous le bien. De mangue, ça me suffit. De mangue, ça suffit. J'aime bien le... Alors, moi, justement, je vais revenir sur cet exemple-là de partage de revenus. Si j'ai bien compris, on va dire une population estimée à 100 personnes. On a un manguier avec 100 mangues, mais dans cette population-là, il n'y a que 15 personnes qui mangent les mangues. Non, il y a 15 personnes qui mangent 30 mangues. Qui mangent 30 mangues. Donc, fondamentalement, non, ce n'est pas 15 personnes qui mangent les 100 mangues. Ça ne serait pas vivable. Mais c'est le fait quand même qu'il y a le top 15% a un pourcentage beaucoup plus important de l'ensemble de ce qui est produit.
C'est qui est vraiment le sujet en fait. C'est pas la fameuse loi des 30% des richesses du monde entier sont détenues par 30%. C'était ça votre calcul de manque? Non, c'est pas tant ça. Mais comment faire justement pour parer ce système-là? Écoutez, je pense que... Pour avoir un meilleur partage de revenus. Bon, le véritable sujet justement, c'est la productivité dont je parlais en fait tout à l'heure. Donc la différence entre nous et les citoyens, par exemple, j'étais en fait en Malaisie. Vous sortez de Kuala Lumpur, vous êtes exactement sur la route là, qui va à Grand Laou. C'est exactement la même chose quand vous regardez les palmiers et tout machin. Et les gens vous expliquent qu'à l'époque, en Malaisie, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour voir comment développer leur culture. Bon. Vous arrivez à Kuala Lumpur, ça n'a rien à voir avec Abidjan. Rien du tout. Okay? C'est quoi la différence entre eux et nous? Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Clairement pas. C'est vraiment que... Quand vous dites que ça n'a rien à voir, ils sont plus en avance. Ils sont plus en avance. Mais je pense que fondamentalement, ils ont réussi à créer un système où chaque citoyen est plus productif. Donc, ils vont produire des produits qui sont mieux vendus de façon en fait, internationale. Ils vont transformer l'agriculture. Ils ne s'arrêtent pas en fait, à l'huile de palme. Ils ont les produits finis, ils ont tous les dérivés, etc. Donc, quand on fait ça, forcément, on capture plus de richesses. Et parce que les gens avec qui on travaille sont plus qualifiés, on est obligé de les payer mieux. Vous voyez. Alors que chez nous, on est plutôt dans un système qui est l'inverse, où on essaie de ne pas trop former nos employés parce que sinon, ils vont demander des salaires plus élevés puis ils vont partir. Donc ça part d'une volonté. Ça part d'une volonté, vraiment d'une nouvelle dynamique, en fait, où on veut augmenter la productivité. Israël Guébou. Oui, moi, je suis bien curieux, et je vais vous faire voyager un peu, de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. On dit de vous d'être le chantre de la situation de post-crise. Je veux savoir, quelle est la similitude entre le travail que vous faites actuellement au Rwanda et ce qui est fait ou ce qui peut se faire ici en Côte d'Ivoire? Quelles sont les différences qu'on peut observer entre ces deux situations? Écoutez, je pense que déjà le Rwanda est un contexte vraiment particulier. Je pense que nulle part au monde on a vu en fait une situation où 1 million de personnes ont été tuées en 100 jours dans leur famille avec vraiment... Donc ça déjà, je pense que c'est un contexte qui est assez particulier. Je pense aussi que les conditions de base, donc je parle de la taille du pays, 30 000 km², je parle de la population, 12 millions, la densité, et tout ça font quand même que c'est un contexte qui est différent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal, de l'Angola, de tous les autres pays où je travaille en fait. Bon, donc, mais je pense quand même qu'il y a 2 ou 3 choses qui sont quand même assez intéressantes qu'on peut considérer. Je pense que numéro 1, il y a vraiment cet accent-là très fort sur le changement de mentalité et sur la gouvernance. Là, c'est le point numéro 1. Donc vraiment, comment est-ce qu'on s'assure qu'en termes de mentalité, on adopte vraiment tout ce qui est innovation, tout ce qui est développement du secteur privé, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est en fait initiative? Comment est-ce qu'on s'assure qu'au Parlement, il y ait autant de femmes que d'hommes? Parce que dans la société, on est 50-50. Des petites choses comme ça quand même qui sont importantes parce que ça change un peu les lignes. Et je pense que c'est vraiment important. Ça, c'est 1. Sophia Ida. Je crois que ça, c'est un. Deuxièmement... Je la voyais très impliquée, je me dis, elle parlait de femmes, elle allait rebondir. Deuxièmement, c'est les sources de croissance qu'on identifie. Tout à l'heure, je pense que tu as parlé, je pense qu'on peut se tutoyer. Bien sûr. Tu as parlé de tourisme. C'était qu'une des sources de croissance qui a été identifiée. À l'époque, à cause de la situation du pays, il y avait 500 000 familles qui dépendaient du café. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le café de spécialité pour pouvoir donner des dividendes de la paix aux familles, là, 500 000 familles qui dépendaient de ça. Donc à l'époque, c'était, je pense, 10 millions d'habitants. Si on dit 500 000 familles, 7 personnes par famille, c'était ça le chiffre environ, c'est un gros pourcentage de la population. Donc tourisme, oui, mais aussi café et thé, qui étaient d'autres secteurs pour balancer. Technologie aussi, parce que tout ça, la technologie permet de rendre tout ça en fait mieux. Okay? Et puis enfin, c'est mettre en place les institutions qu'il faut pour accompagner tout ça. Donc par exemple, on parle du Rwanda en fait, Development Board, qui est une institution qui combine un peu ce que le CPC fait, ce que le CNPPP fait, ce que le BNED fait, et qui sous en fait un chapeau permet à tout acteur économique d'avoir toutes les réponses en fait à ces problèmes. Bon. C'est ce genre d'innovation-là qui ont fait qui, à mon avis, sont des éléments qu'on pourrait potentiellement essayer de voir. Vous parlez du tourisme, vous avez monté une opération qui s'appelle Comesa avec le financement de Mastercard, c'est près de 2,5 millions de dollars pour 120 PME, et vous ciblez particulièrement le tourisme. Oui, je vois que vous êtes informé. C'est un programme qu'on a lancé aujourd'hui. D'accord. Ouais, ok. Bon. Et alors moi, ma question qui vient derrière, si on devait faire un tel programme, d'abord, pourquoi est-ce que c'est spécifiquement le tourisme? Vous avez expliqué un peu, hein, mais pourquoi le tourisme et pas un autre secteur? Et si un tel programme devait être mis en Côte d'Ivoire, quel secteur vous viserez? Bon, alors, pourquoi le tourisme? Parce que le Rwanda a quand même réussi, depuis 2002, à transformer son secteur touristique complètement.
Aujourd'hui, c'est la troisième destination au monde, en Afrique en termes de conférences, après Cape Town et le Maroc. Vous avez les gorilles de montagne, vraiment, et c'est un tourisme en fait qui touche l'ensemble de la population. Donc intérieur, mais en fait où les visiteurs qui viennent de l'étranger dépensent d'une façon qui touche tout le monde. Donc l'impact économique, la vélocité de ça est très très élevée. Quand vous vendez par exemple, je sais pas moi, de la noix de cajou en Inde, le temps que l'argent arrive ici, ça prend du temps. Le touriste qui vient là, qui dépense dans l'hôtel, dans le maquis, dans le bar, qui utilise un véhicule qu'il a loué, etc., tout de suite, les gens voient l'argent. Donc, la vélocité, l'impact sur la vie des gens, en fait, assez important. Touché par le coronavirus, voilà. quand même, Et puis, c'est un secteur qui a été sinistré par le corona. Donc, fondamentalement, quand il s'agit de voir où est-ce qu'on touche, c'est un des secteurs, évidemment, qui faisait sens. Je pense que dans le contexte de la Côte d'Ivoire, où commencer déjà, c'est un secteur qui est également touché par le corona. Hein. Oui, tourisme et loisirs. Je dirais quand même qu'on a une économie qui est un peu plus diversifiée. Donc, je ne serais pas parti sur une approche sectorielle. J'aurais plutôt essayé, moi, d'avoir une approche où j'aurais pris, en fait, des entreprises dans une certaine bande en termes de taille. Et puis, pour ceux-là, quel que soit le secteur dans lequel ils sont, j'aurais donné un paquet de choses. Par exemple, là, on sait que pour la majorité des entreprises de ces PME-là, le cash qu'ils ont pour survivre, c'est environ 35-40 jours. Donc, aujourd'hui, depuis que la crise a commencé, une bonne partie sont en train de mourir. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt, monsieur Kakou. Sophia Aïda. Monsieur Kakou, vous encouragez justement beaucoup les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment une leitmotiv pour vous de voir donc, ces jeunes-là prendre, on va dire, possession de leur destinée. Et vous parlez beaucoup de vision également, d'impact. Il y a des mots qui reviennent souvent. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette mentalité ou cette peur de l'échec peut, surtout dans les pays francophones, peut être un frein justement à l'émancipation de ces jeunes-là dans le secteur de l'entrepreneuriat? Absolument. Absolument. Et qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on peut faire justement pour surpasser ça? Bon, déjà, les conséquences de l'échec dans nos environnements sont très, très élevées. Si vous allez en Californie, vous allez en fait aux États-Unis, etc., le fait d'avoir échoué vous qualifie pour du financement. Parce qu'ils vont dire, bon, est-ce que vous avez déjà eu une start-up? Parce qu'on pose l'hypothèse que vous avez échoué, donc vous avez appris quelque chose. Et donc, la deuxième fois, vous allez faire mieux. Bon, ici, là, en général, on a une seule cartouche. Donc, quand on a tiré la cartouche, là, si on a loupé, c'est un peu chaud. Donc, déjà, je dois avouer que ce n'est pas simple pour les jeunes. Donc, bien que, oui, j'essaie de les encourager et tout, je comprends que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Je comprends aussi que ce n'est pas facile. Mais bon, moi-même, je sais personnellement que ce n'est pas facile. Donc, je pense qu'il faut quand même, il ne faut pas aussi que le message soit perçu comme c'est une panacée qui est appropriée pour tout le monde. Non, il y a des personnes qui vont se reconnaître dedans et pour ceux-là, absolument, faites-le. Et puis, je pense que pour les autres, même si vous n'êtes pas entrepreneur vous-même, mais que vous avez été au moins formé, ça vous donne une façon d'approcher les choses qui vous rendra plus efficace dans votre vie. Monsieur Kakou, oui. La Côte d'Ivoire, on annonçait depuis de nombreuses années, la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. Aujourd'hui, comment vous positionnez la Côte d'Ivoire? Est un pays toujours en voie de développement, un pays qui est sorti qui est beaucoup plus développé ou qui a régressé? Ah, c'est une question difficile. Bon, écoutez, bon, deux choses. Oui. OK. Qu'est-ce que dit, par exemple, la Banque mondiale? Des institutions comme la Banque mondiale disent que la Côte d'Ivoire est un pays pré-émergent, au même titre que le Rwanda, que le Kenya, etc. Bon, donc, on n'y est pas encore, mais on n'est pas aussi vraiment au début. On n'est pas vraiment, en fait, au bas de la pile. Par contre, il y a des statistiques auxquelles il faut faire attention. Par exemple, il y a un nouvel indice qui a été créé par la Banque mondiale, qui est l'indice du capital humain, qui mesure en fonction des investissements faits dans chaque citoyen en termes d'éducation et de santé, la probabilité que la personne atteigne son potentiel plein. Donc, si vous avez été bien soigné, vous avez été bien formé, ils disent que vous allez avoir un indice de développement humain à 100%. Nous, on est à 35%. D'accord, c'est gentil. Bon, c'est vous qui... Mais derrière ces grands termes-là, M. Kakou, de façon très, très concrète, c'est de dire que pour le citoyen ivoirien moyen aujourd'hui, d'après les statistiques produites par la Banque mondiale, par exemple, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'investissements en termes d'éducation et de santé. Lesquels investissements vont avoir un impact
sur la capacité de cette personne à être productive dans sa vie. Ça va être ma prochaine question. Quels sont les indicateurs concrets qu'on a aujourd'hui pour dire qu'un pays est développé? Ce sont les routes goudronnées, ce sont les ménages, les hôpitaux. On se base sur quoi aujourd'hui pour dire qu'un pays est Écoutez, très concrète? Quels sont les meilleurs piliers? Non, mais bon, du développement? c'est en fait une question difficile, hein, parce que dans tout ça, là, il y a les piliers que tout le monde... Parce que ce qu'on imagine, M. Kakou, pardon de vous arrêter. Oui, parce que ce qu'on dit, par exemple, c'est que les gens disent, les économistes, ils viennent, ils sortent des croissances à 2 chiffres, à 7.0, mais de façon concrète, là, les gens ils disent, bon, nous, on n'est pas développés. Bon, attendez, c'est vous qui m'avez appelé économiste. Hein. Moi, je suis entrepreneur. Les gens qui me connaissent, je ne m'appelle pas économiste, je suis entrepreneur. D'accord. Bon. Ceci étant dit, et c'est vous qui m'avez demandé de parler des mangues aujourd'hui. Donc, bon, j'essaie de faire en fait de mon mieux. Je pense qu'en fait, en réalité, c'est un peu compliqué parce que c'est un paquet de variables. C'est non seulement des aspects physiques, donc tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est financement et tout ça, mais il y a aussi des aspects soft. Par exemple, les tribunaux, par exemple, la justice, par exemple, la santé, l'éducation. C'est tout ça qu'on met ensemble pour dire qu'on a du développement. Donc, c'est difficile parce que ce n'est pas un élément. C'est un ensemble, c'est une combinaison de choses. Qu'est-ce qui fait un bon Kédiénou? C'est un mélange de tout. Exactement. Alors, ce que j'ai envie de vous demander, très rapidement, je vois le regard de mon très cher ami Brice, c'est de savoir jeunesse, développement, ok, chômage. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arriver à contenir le chômage en Côte d'Ivoire? On avait discuté du mot qu'elle avait, je crois qu'il a trouvé, parce qu'on avait dit régler la question, juguler, mais il a trouvé contenir. Et surtout, est-ce que le chômage, c'est la solution? L'entrepreneuriat, c'est la solution Bon, je pense que la question du chômage, il faut déjà savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, je sais qu'il y a différentes statistiques ici. Et moi, j'ai 1 minute pour la réponse. OK. Bon, alors, je dirais que fondamentalement, l'entrepreneuriat, ça va être une partie de la solution, mais ce n'est pas n'importe quel entrepreneuriat. Donc, je fais la différence entre je veux survivre, donc j'essaie de créer mon emploi, un auto-emploi, versus je vais créer une entreprise qui va croître à cause du modèle d'affaires qui va créer des emplois. C'est les deux facettes. Monsieur Kakou, on vous aurait écouté longtemps. Hein. On sait que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. On aura certainement l'occasion de vous avoir à nouveau sur ce plateau-là. Avec plaisir. Pas forcément parler de mangue, mais pour d'autres sujets. Merci à tous mes amis de m'avoir accompagné. Le temps de goyave. Aujourd'hui, c'est le temps de mangue. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été avec nous, d'avoir suivi ce Live Talk. Restez avec nous sur Live TV. Tout de suite après, retrouvez 2 épisodes de votre série FBI. À demain et d'ici là, que Dieu vous garde. Merci. Cha